Lacan élabore sa théorie à partir de ses rencontres, de sa pratique clinique et de ses lectures. Ses premiers grands textes, comme Le Stade du miroir en 1936 et Les complexes familiaux en 1939, s'intéressent au développement de l'enfant et à la manière dont se construit le moi. Il en viendra ensuite à introduire la notion de réel et à montrer que le signifiant, c'est-à-dire le langage, ne suffit pas à faire exister un sujet, puisqu'il faut aussi compter avec la pulsion. Lacan invente l'objet A pour figurer ce premier objet perdu d'une totalité originaire, une totalité qui ne sera jamais retrouvée. Et pour rappeler que l'être humain ne peut jamais se penser en dehors de son corps. La violence de la Première Guerre mondiale, avec ses destructions massives, a profondément modifié la manière de concevoir la vie, en laissant derrière elle un traumatisme durable et un sentiment de subjectivation. Les hystériques, comme les autres patients, inscrivent leur discours dans une place qui reste recevable pour les sujets de leur époque, et chaque pathologie se déploie dans un cadre symbolique qui lui permet d'être entendu. Dans les années 50, la période structuraliste installe un courant de pensée qui envisage le monde comme une organisation de structures. Freud, en s'intéressant aux attaches de l'individu, a inventé la psychanalyse et provoqué une véritable révolution de la philosophie. Lacan, qui se revendique lui-même structuraliste, reprend Freud en le relisant de manière volontairement fausse, ce qui l'amènera à rompre avec l'orthodoxie psychanalytique et à se séparer des institutions freudiennes classiques. Cette manière de réécrire Freud plutôt que de prétendre découvrir une réalité brute illustre ce qu'est pour Lacan le travail psychanalytique, qui ne consiste pas à dévoiler une vérité cachée, mais à réorganiser les éléments du discours. Pour rendre compte des transformations des sujets dans leur époque, Lacan met en place une théorie des discours, en dialogue et parfois en opposition avec les mouvements de déconstruction portés par Guattari, Deleuze et Foucault, ainsi que les structuralistes. Cette théorie des discours a pour vocation de rendre compte de la clinique et lorsque la théorie et la clinique se contredisent, c'est toujours la clinique qui doit primer. Dans cette perspective, deux principes sont centraux chez Lacan, la forclusion et le nom du père, qui permettent de penser la structure psychotique et la fonction symbolique de la loi. En fait, tu peux retenir que, pour Lacan, c'est pas seulement ce que tu vis qui compte, mais la manière dont ton discours s'organise autour de certains signifiants et de certaines exclusions. Lacan articule sa théorie autour de trois registres fondamentaux: l'imaginaire, le symbolique et le réel, qui se nouent de manière singulière chez chaque sujet. Le symbolique, d'abord, est un terme qu'il emprunte aux structuralistes, en particulier à Lévi-Strauss, pour désigner tout ce qui met en ordre et en forme, comme le langage, qui organise les affects et les représentations. Pour Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage et obéit à des principes de fonctionnement spécifiques. Dans l'inconscient, on retrouve le principe de plaisir qui s'oppose au réel, ainsi qu'une ignorance radicale du temps, une absence de connaissance du non et l'existence du oui et du non comme opposition logique stable. Le déplacement y joue un rôle majeur en déplaçant l'intensité d'une représentation à une autre. Il explique par exemple pourquoi un détail
apparemment insignifiant dans un rêve peut être chargé d'une grande intensité affective. À côté du déplacement, le principe de condensation permet de regrouper plusieurs représentations en une seule, comme dans les rêves où un personnage peut en représenter plusieurs à la fois, ce qui fonctionne comme une métaphore. La conscience, elle, se caractérise par la dualité, la temporalité et la possibilité de dire oui ou non, de distinguer avant et après, intérieur et extérieur. Les symptômes, les délires et les rêves doivent être interprétés et traduits par la psychanalyse pour être compris dans la réalité du sujet. Et c'est le symbolique à travers le langage qui permet de mettre de l'ordre dans cette réalité. Quand tu racontes un rêve ou un symptôme, tu passes déjà par ce travail symbolique qui transforme une expérience brute en récit partageable. L'imaginaire, de son côté, regroupe les représentations que tu te fais de toi-même, de ta société et de ton environnement. Et il est fait d'images et de sons, y compris l'image du moi, qui n'est qu'une image parmi d'autres. Le réel, chez Lacan, désigne ce qui reste toujours à la même place, ce qui ne se laisse pas symboliser complètement, et il est lié au biologique, au corps, dans sa matérialité. Pour que ce réel devienne ta réalité, il doit être imaginarisé, c'est-à-dire pris dans des images et des représentations qui te permettent de le supporter. La singularité de chaque individu dépend de la manière dont il parvient à nouer ensemble le réel, le symbolique et l'imaginaire. Et ce nouage peut être plus ou moins stable ou fragile. En fait, tu peux imaginer quelqu'un qui vit un accident grave. Le réel du corps blessé est là. Mais il lui faudra du temps pour l'intégrer dans son imaginaire et le symboliser par des mots, des récits, des explications, afin que ça devienne supportable psychiquement. Entre 1955 et 1958, Lacan se consacre à l'étude de la façon dont les représentations s'organisent dans l'inconscient. Et il découvre que le réel se définit précisément par ce qui résiste à toute mise en ordre. Ce réel ne peut être repéré que là où l'inconscient échoue à tout organiser, là où quelque chose fait trou. Il s'intéresse ensuite à la jouissance et aux pulsions. Puis il relie le réel, l'imaginaire et le symbolique en reprenant l'idée freudienne selon laquelle le ça, le moi et le surmoi proviennent d'une seule même source. Chaque sujet a une manière particulière de lier ces trois dimensions, ce qui donne naissance à la subjectivité propre. Freud et Lacan convergent pour affirmer qu'il n'existe pas de moralité psychique au sens d'un état idéal et stable, et que la psychose comme la névrose sont des formes d'organisation rigide. La normalité, si on peut dire, consiste plutôt à pouvoir circuler entre différentes positions, à disposer d'une organisation psychique la plus souple possible. Freud propose une distinction célèbre. Le psychotique sacrifie la réalité au profit de ses désirs, alors que le névrosé sacrifie ses désirs au nom de la réalité. Tu peux penser à quelqu'un qui, dans une psychose, se coupe du monde commun pour suivre un délire, alors qu'un névrosé va, par exemple, renoncer à une relation amoureuse par peur de transgresser une règle ou de décevoir une autorité intérieure. Plusieurs auteurs comme Wallon, Zazo, Freud et Lacan ont montré que l'enfant devient sujet en passant par un moment émotionnel décisif entre 6 et 12 mois. À ce moment-là, l'enfant se reconnaît dans l'image que lui renvoie le miroir, ce que Lacan appelle le stade du miroir.
En 1936, Lacan situe ce stade entre 6 et 18 mois, période durant laquelle l'enfant identifie son image comme étant la sienne, mais aussi celle de sa mère, ce qui constitue l'identification primaire. Le langage joue ici un rôle fondamental, puisqu'il est le véritable formateur du je et permet à l'enfant de prendre une distance par rapport à son image. Le stade du miroir est donc décisif pour la formation du je et du moi, car il donne au sujet une première unité imaginaire de son corps. Dans l'autisme, on observe un dysfonctionnement dans la reconnaissance du corps propre, ce qui peut conduire à des formes de névrose ou à des troubles graves de la subjectivation. L'image spéculaire, c'est-à-dire l'image dans le miroir, permet à l'enfant d'anticiper sa maturation biologique et vers 18 mois, il se voit comme un corps fini alors qu'il est encore loin d'avoir atteint cette maturité. En 1953, la fondation de l'Association française de psychanalyse accompagne ce mouvement de réflexion sur le rôle de l'image et du langage dans la constitution du sujet. Selon Dolto, ce qui compte dans le miroir, ce n'est pas tant sa surface que sa fonction relationnelle, car l'enfant se construit dans le regard et la parole de l'autre. L'image inconsciente du corps de l'enfant se forme à partir de ses sensations sensorielles et motrices, alors que l'image visuelle de son corps, celle que lui renvoie le miroir. Lorsque ces deux images coïncident, ça provoque une jubilation, un plaisir intense de se reconnaître comme unifié. Mais si elles ne concordent pas, ça peut susciter de l'angoisse. Le moment est crucial pour devenir sujet. Et Lacan fera évoluer sa pensée du stade du miroir au fil de ses rencontres et de l'introduction de nouveaux concepts. Tu peux te souvenir d'un moment où, enfant, tu t'es vu dans un miroir et tu as ressenti à la fois de la joie et une certaine étrangeté, comme si tu te découvrais de l'extérieur. Cette expérience illustre bien la jubilation et l'angoisse possible liées à la rencontre entre l'image inconsciente du corps et l'image spéculaire. Dans les années 60, Lacan développe le stade du miroir comme un concept permanent de la vie quotidienne et pas seulement comme une étape infantile. Chaque fois que tu te regardes dans un miroir, tu vois une image virtuelle qui peut différer de ce que les autres perçoivent. Cette différence peut être à l'origine de troubles pathologiques, par exemple dans les troubles de l'image du corps. Pour montrer ça, Lacan invente un dispositif avec un miroir sphérique qui permet de représenter le corps du sujet et ce qui révèle de l'image inconsciente du corps. Ce dispositif montre que le corps se constitue autour des objets pulsionnels et que le sujet reconnaît dans le miroir une image animée par la pulsion. Le corps devient ainsi le langage du sujet. Un langage qui ne peut pas être objectivé comme un simple objet extérieur. La seule manière de savoir que quelqu'un est vraiment autre que toi, c'est lorsqu'il te dit non, parce que ce refus marque une séparation irréductible. Dire oui sans réserve à la position de l'autre peut conduire à des phénomènes monstrueux, où le sujet se dissout de l'adhésion totale. Ton image de toi-même ne tient que par ce que l'autre t'en renvoie. Par ses paroles, ses regards, ses jugements. Et c'est pourquoi le travail de la cure consiste à dépouiller l'imaginaire pour dégager ce qui, dans ton fonctionnement, relève du symbolique et du fonctionnel. L'image qui te constitue se situe toujours dans le champ de l'autre et un sujet isolé, sans lien,
n'existe pas car il se constitue que dans la relation. Le sujet chez Lacan est une entité qui ne peut pas être désignée ni localisée comme un objet, et il se distingue de la notion abstraite de concept. Le sujet peut être rééduqué, traverser des situations très diverses sans être détruit, alors que le concept reste stable, précis et défini. Il est important de conserver les principes et les abréviations théoriques pour comprendre à la fois ce qu'est un sujet et ce qu'est un concept, car la psychanalyse joue constamment sur cette différence. La pulsion, de son côté, c'est un concept central de la psychanalyse, car elle fait le lien entre le psychique et le somatique. Elle provient de la libido, cette énergie qui anime le sujet et se distingue de l'instinct qui relève de la nature et des comportements programmés. La pulsion comporte toujours une source qui est le corps biologique, un but qui est la satisfaction et un objet qui est ce vers quoi elle se dirige pour tenter de se satisfaire. Le sujet est ce que Lacan appelle normosé, c'est-à-dire pris dans un désir qu'il ne pourra jamais combler totalement, qui le maintient dans un mouvement permanent. Dans la mélancolie, l'ombre de l'objet perdu vient se confondre avec le moi, ce qui plonge le sujet dans une douleur profonde et une dévalorisation radicale de lui-même. L'humanisation passe par la pulsion et par le langage qui transforme le besoin biologique en désir symbolique. Le psychisme humain, lui, se fonde sur le manque plutôt que sur le plein. Et il se vit comme victime d'un préjugé fantasmé, inconscient, selon lequel on lui aurait pris quelque chose d'essentiel. Cette perte originaire pousse le sujet dans une quête désirante pour retrouver l'objet perdu, et c'est cette quête qui met en place le fonctionnement psychique. Pour Freud, la libido gouverne notamment le stade oral et l'être humain est un par-l'être qui parle parce qu'il manque, parce qu'il n'est jamais complet. La parole a une dimension car elle permet de rendre illusoirement présent un objet qui n'est là que par les mots. Lorsque tu évoques quelqu'un que tu aimes et que tu ressens sa présence à travers ton discours. Dès la naissance, le sujet et l'autre, souvent la mère, sont pris ensemble dans une relation si étroite que le fantasme d'une unité originelle se construit à partir de là. Lorsque le sujet perd le sein au moment du sevrage, il éprouve un sentiment de préjudice parce qu'il n'est pas encore constitué comme entité séparée. Pour Winnicott, la rencontre avec le sein procure au nourrisson une satisfaction intense. Mais cette expérience ne pourra jamais être retrouvée à l'identique. La communication entre les êtres humains est fondamentalement impossible au sens d'une transparence totale parce que chacun reste pris dans sa subjectivité et son univers singulier. Entre 1914 et 1915, Freud met en place la première topique qui distingue le conscient, le préconscient et l'inconscient afin de décrire l'origine des forces en présence dans l'appareil psychique. L'inconscient se caractérise par le refoulement et la négation, et il ignore le temps, la mort et la contradiction, ce qui explique pourquoi un désir d'enfance peut ressurgir intact des années plus tard. Le récit du rêve n'est jamais le rêve lui-même, mais déjà une traduction, et l'oubli fait partie de ce qui constitue l'humain, parce qu'il permet de refouler et de transformer.
La deuxième topique, élaborée vers 1921, introduit le moi, le ça et le surmoi et vise à décrire la nature des relations entre ces différentes instances. Les pathologies. Les pathologies modernes, quant à elles, sont étroitement liées à la consommation et aux technologies qui transforment le lien social et la vie psychique. La mémoire en psychanalyse renvoie à l'inconscient, alors que dans les approches cognitives, elle est envisagée comme un processus conscient et souvent éphémère. La conscience se nourrit de souvenirs, tandis que l'inconscient se nourrit des refoulés secondaires et l'intuition a progressivement pris la place de l'instinct dans la manière dont on parle du fonctionnement humain. À la naissance, l'être humain est plongé dans le besoin, mais ce besoin se transforme en désir, selon Lacan, à partir du moment où il vise à retrouver un objet manquant. L'être humain est aliéné dès le départ, car l'amour et la haine ne sont que deux faces opposées de la même pulsion libinale. Les objets deviennent les causes du désir et le traitement psychanalytique passe par la parole qui permet de déplacer et de transformer ces objets. Les rêves sont faits de signifiants et des traces sonores refoulées peuvent revenir sous forme déguisée. Par exemple, dans un lapsus ou un mot qui te vient sans que tu saches pourquoi. Pour vivre avec les autres, on renonce à une partie de soi et l'être humain se domestique lui-même par nécessité narcissique pour être aimé et reconnu. Le psychisme repose sur des principes économiques qui concernent la circulation de l'énergie libinale et des principes topiques qui renvoient aux différents lieux psychiques. Les traces langagières restent actives, même quand elles sont refoulées, et les blessures narcissiques, souvent liées à l'entrée ou à la sortie du complexe d'Oedipe, peuvent se réactiver plus tard et donner naissance à des symptômes. La formule de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, s'applique bien à la vie psychique, où rien ne disparaît vraiment, mais se déplace et se métamorphose. Les objets petits a, comme le sein, les le feu, la voix et le regard, sont à jamais perdus comme objets réels, mais ils continuent d'orienter nos choix et nos désirs. La pulsion est une pseudo-rencontre avec cet objet perdu et le système pulsionnel fonctionne comme un système langagier où les mots et les signifiants prennent la place des objets. Les rêves condensent des éléments et des désirs refoulés et Freud les interprète comme des rébus en se concentrant sur les signifiants et les mots plutôt que sur les images prises au pied de la lettre. Le surmoi dans cette organisation joue le rôle d'un gendarme intérieur qui veille à ce que l'enfant ne reproduise pas dans la réalité le et la fantasmé. Dans l'hystérie et la névrose obsessionnelle, le surmoi peut devenir hyper puissant et vampiriser le sujet en le culpabilisant sans cesse. Dans la névrose, la haine ou la peur de la castration est déplacée sur un objet extérieur, ce qui permet au sujet d'éviter de se confronter directement à la source de son angoisse. Les refoulés originels restent inaccessibles à la conscience, sauf parfois dans le délire où ils peuvent faire irruption de manière brutale. Pour Lacan, le psychotique est un inconscient à ciel ouvert, avec des délires visibles et une absence de surmoi structurant. Il n'y a pas eu de castration symbolique et le sujet reste fusionnel avec l'autre sans véritable séparation. Le pervers, lui, reste suspendu dans un moment oedipien, substitue sa propre loi à la loi de la castration, sans éprouver de culpabilité, en traitant la relation comme jetable. En 1892,
Freud découvre que les récits de viols rapportés par ses patientes sous hypnose ne correspondent pas à des événements réels, mais à des fantasmes qui le conduit à abandonner l'hypnose. Il met en place la Talking Cure, la cure par la parole, qui deviendra la méthode psychanalytique classique. Le fantasme joue un rôle actif dans le complexe d'Oedipe, en organisant les délires et les interdits qui structurent le sujet. Le refoulement est quant à lui le processus par lequel une représentation est rejetée hors du champ de la conscience tout en étant séparée de l'affect qui lui était lié. En 1961, Lacan remplace le terme d'affect par celui de signifiant verbal, c'est-à-dire un mot chargé d'un affect qui continue d'agir dans l'inconscient. La première trace laissée par le refoulement originel est ce que Lacan appelle la langue, une langue singulière qui naît de la relation entre le corps de l'enfant et le corps de la mère. Ces traces de la langue sont constitutives du sujet et déterminent le reste de sa vie car elles forment un stock de signifiants qui reviendront dans ses rêves, ses lapsus, ses symptômes. Elles résultent d'une cofabrication entre le sujet et le monde, entre ce qu'il entend, ce qu'il ressent et ce que l'autre lui adresse. Après la Première Guerre mondiale, Freud constate que son étiologie des névroses ne s'applique pas aux névroses traumatiques qui apparaissent alors, ce qui l'amène à penser que le moi comporte lui aussi une part inconsciente. Pour Lacan, chaque sujet est une structure de discours constituée par des propriétés qui s'organisent de manière singulière et originale. La vérité psychanalytique n'est pas une vérité objective, mais la manière dont le sujet combine ses expériences pour produire un certain résultat commun, une certaine cohérence de son histoire. La psychanalyse ne vise pas à supprimer un symptôme comme on enlèverait un objet gênant, mais à accompagner le patient pour l'aider à comprendre ce que ce symptôme signifie pour lui. Le symptôme est ce qui permet au sujet de tenir et il se fixe généralement à l'adolescence, moment où se cristallise une structure psychique inconsciente. Cette structure se combine avec les symptômes pour former quelque chose de singulier, une manière propre d'être au monde. Le sujet de l'inconscient circule entre deux signifiants qui le représentent tour à tour et il ignore la mort car l'inconscient ne connaît pas la finitude. L'affect central pour le sujet est l'angoisse de castration qui traverse les différentes formes de névrose et de psychose. On distingue trois grandes structures de sujet. La structure névrotique marquée par le refoulement et la négation, la structure psychotique et la structure perverse. La structure psychotique se caractérise par la forclusion du nom du père, c'est-à-dire l'exclusion radicale de la fonction symbolique de la loi, tandis que la structure perverse repose sur le déni, le défi et le désaveu. La fixation théorique, c'est-à-dire la manière dont un sujet se fixe à un certain type de satisfaction ou de position, est prise en compte. Mais ce qui intéresse vraiment la psychanalyse, c'est la façon dont le sujet a combiné ses symptômes pour construire une structure et une histoire singulière. Tu peux voir ton propre parcours comme une manière unique d'articuler des manques, des désirs, des interdits et des images. Et c'est cette combinaison qui fait de toi un sujet et non un simple ensemble de traits psychologiques.